Bine v-am găsit la podcasturile Habits by Republica, o serie de conversații contemporane despre ce ne face bine în viață. Sunt Alexandra Găteș, fondator al Societății Omului Sănătos și creator al programului Habits, și în 2022 vom explora împreună cu invitații noștri problemele omului modern, soluții, idei noi și concepte interesante în domeniul sustenabilității, al prevenției în sănătate și al comunicării. Proiectul Habits by Republica este susținut de rețeaua privată de sănătate Regina Maria și de Unicredit Bank. Această conversație vă este oferită împreună cu Ioxo, singurul abonament de telefonie mobilă 100% digital. Ioxo vă provoacă să facem digitalul mai eco. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre plateforme Habits by Republica. Madame Françoise Berthoud est l'invitée d'aujourd'hui. Bonjour Françoise Berthoud, merci beaucoup d'être ici avec nous pour discuter sur un thème très peu abordé en Roumanie, à savoir le lien entre l'écologie, le numérique et les nouvelles technologies. Tout d'abord, je vous présente au public roumain en utilisant votre biographie sur le site de Radio France, où vous êtes souvent invité pour des podcasts dans lesquels vous vulgarisez ces thématiques. Vous êtes titulaire d'un master de biomathématiques. Vous êtes ingénieur de recherche à Grenoble, puis au CNRS. Pour le public roumain, le CNRS est le Centre national français de la recherche scientifique, qui est une institution de recherche parmi les plus importantes au monde. En 2005, vous avez créé le groupement de services EcoInfo, un groupement de travail dédié à l'analyse des impacts environnementaux de TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication. Vous êtes également sollicité au titre d'expert auprès notamment de l'AFNOR et de l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique. Aujourd'hui, en tant que membre de l'EcoInfo, vous pilotez des actions en faveur de la réduction des impacts du numérique. Nous allons aborder le premier volet de nos questions, à savoir le numérique et l'environnement. Pour simplifier, nous allons utiliser le premier sens du mot numérique, qui est l'Internet et le web. La plupart des gens croient que le numérique n'a pas d'impact sur l'environnement, car pour eux, c'est un secteur qui est dématérialisé. Ma première question est, pourquoi y a-t-il des personnes qui ne font aucun lien entre les deux? Pourriez-vous alors nous expliquer en quelques mots ce lien? Eh bien, tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Alors, effectivement, il y a une grosse partie de la population, en tout cas des pays occidentaux, qui pense que le numérique, c'est une technologie extrêmement propre, parce que c'est une technologie, vous voyez, qui ne dépasse pas, ça ne déborde pas. Les objets qui sont utilisés dans le numérique sont des objets qui sont très fins, très précis, faits avec des matériaux qui sont très propres. Et du coup, on a l'impression, donc déjà ça donne, en plus, ce sont souvent des objets qui sont petits, donc ça donne l'impression que ces objets-là, ils sont faiblement impactants sur l'environnement, voire pas du tout. Et puis, surtout, ils permettent énormément de choses, de communication, de transfert de données, etc., qui semblent complètement virtuels, dématérialisés, puisqu'on ne voit rien, puisqu'il s'agit en fait de transport de bits, de données, qui sont des octets. Et comme ça circule partout dans le monde et qu'on ne voit pas, eh bien, un peu comme l'électricité, si vous voulez, ça ne se voit pas. On a l'impression que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Or, toutes ces données, pour être transportées, tous ces films qui nous arrivent sur notre smartphone, eh bien, avant d'arriver sur notre smartphone, avant d'arriver sur notre écran, eh ben, ils sont produits. Ces données, elles sont produites, et puis elles sont produites avec des équipements qui, eux, sont bien réels, qui sont aussi des équipements numériques, ou alors des capteurs, ou des tas de choses de ce genre-là. Et puis, il y en a un peu de partout, parce qu'il ne faut pas imaginer que les données, évidemment, tout le monde sait très bien que les données, elles ne sont pas transportées dans l'air. Elles passent dans des câbles, elles passent sous les mers, elles passent dans des tas d'endroits. Et en fait, l'impact sur l'environnement, il est pas exclusivement, mais beaucoup dû à la partie de la fabrication de tous ces équipements.
Ces équipements, c'est des équipements qui sont des équipements électroniques. L'électronique, ça nécessite beaucoup de métaux, en fait. Ce sont des équipements qui sont très riches en métaux. Par exemple, un smartphone, ça contient plusieurs dizaines de métaux différents. Et donc, ces métaux, faut les extraire. Et puis, quand on les extrait, on remue de la terre, on remue des substances chimiques, et tout ça, c'est polluant, et puis ça dégrade l'environnement, etc. Et puis, on les fabrique, ces équipements, et quand on les fabrique, on utilise beaucoup d'énergie, parce que pour fabriquer une puce, par exemple, une puce électronique, il y a besoin d'être dans une ambiance pure, d'utiliser de l'eau pure, et ça nécessite beaucoup d'énergie. Et l'énergie, comme vous le savez, comme c'est essentiellement pas de l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui génère beaucoup de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a toutes ces phases-là qui polluent. Il y a l'utilisation, parce qu'il faut quand même bien les brancher à l'électricité, tous ces équipements. Et puis après, en fin de vie, il va falloir les recycler, les dépolluer. Ce qu'on fait pour une petite fraction de ces équipements, mais il y a énormément de ces équipements qui se retrouvent en fin de vie dans des endroits complètement inappropriés, avec des méthodes de récupération de certains métaux complètement inappropriées, et au passage, ça pollue énormément les sols, les eaux, etc. Donc, du coup, pour résumer, les impacts sur l'environnement de ces équipements-là, en tout cas les impacts directs, c'est de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, de l'épuisement de métaux, et puis avec toutes les conséquences derrière, quoi, sur la santé, sur la biodiversité, tout ça. Est-ce que la question de la pollution numérique a-t-elle évolué dans le bon sens depuis son émergence dans les débats publics en 2010? Ou on peut réformuler, pourquoi le numérique reste-t-il dans l'angle mort de la prise de conscience écologique de ces dernières années? Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie. En tout cas, en France, ça a pas mal évolué. La prise de conscience des impacts du numérique, ça a beaucoup évolué depuis, je dirais, 2017-2018. Même si ça se sait depuis quand même longtemps, mais parce qu'il y a des gros acteurs, notamment en France, il y a le Shift Project qui a commencé qui est une organisation qui a un gros pouvoir médiatique, qui a commencé à en parler, et du coup, ça a commencé à se savoir. Il y a l'ADEME qui s'est saisi de la question aussi un peu plus. Mais je sais qu'en Europe, en tout cas, la France, elle est un peu une exception par rapport à la connaissance sur ce sujet-là, en fait. La France est, pas sur tout, mais en tout cas sur ce sujet-là, la France, elle est assez en pointe. Donc ailleurs, en Europe et dans le monde, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de conscience des impacts du numérique. On peut dire donc qu'il y a des signes de changement positif dans l'action pour un numérique plus vert. En tout cas, dans certaines régions, oui. Et puis les constructeurs, ils essayent de faire un petit peu attention quand il y a des gros acheteurs. Par exemple, si un pays comme la France est un gros acheteur de numérique, alors en effet, les constructeurs, ils vont ils vont être plus enclins, disons, à faire un peu attention. Et puis, dans un pays comme la France, mais je sais qu'aussi en Belgique, et encore une fois, je suis désolée, je ne sais pas en Roumanie comment c'est, mais en tout cas, il y a des tentatives, il y a même une loi sur le numérique éco-responsable qui tente de pousser des idées du genre garder les objets plus longtemps, etc. Et effectivement, donc, essayer d'avoir une utilisation plus responsable du numérique. D'accord. Y a-t-il des indicateurs pour mesurer cette pollution et sont-ils fiables? Alors oui, on peut. Il y a des indicateurs du type combien d'objets ont été vendus dans le monde. Voilà, ça c'est assez fiable comme information. Après, on utilise pour les impacts, on utilise des indicateurs genre les émissions de gaz à effet de serre.
Alors là, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ces données-là, mais on a quand même des ordres de grandeur qui sont assez corrects. Le poids des équipements, ça donne des indications assez fiables aussi, parce qu'on sait à peu près pour chaque type d'équipement quel est le pourcentage d'électronique par rapport au plastique, par rapport au verre, tout ça. Donc du coup, on peut avoir des idées un peu précises. Voilà, mais il reste quand même encore à travailler sur, je ne sais pas, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voudraient utiliser l'indicateur eau, quantité d'eau consommée pour fabriquer des équipements. Là, un indicateur comme ça, c'est encore pas très fiable. Mais disons, un indicateur comme les émissions de gaz à effet de serre, ça commence à être assez fiable. D'accord. Comment peut un individu limiter l'impact environnemental du numérique au quotidien? Pourriez-vous nous donner 5 bonnes habitudes à mettre en place au quotidien ou à la maison et 5 en entreprise afin de diminuer notre empreinte environnementale liée au numérique? D'accord. C'est trop? Alors 5 bonnes mesures pour un individu à la maison. Oui. Alors, la première et la plus efficace de tout, c'est de réduire le nombre d'achats qu'on fait avec de l'électronique. Par exemple, si vous avez le choix entre un frigo et un frigo connecté, vous achetez un frigo, pas un frigo connecté. D'accord. D'accord? Si vous avez le choix entre un grand écran de 42 pouces et un écran de 17 pouces, vous achetez un écran de 17 pouces. Vous voyez, parce que les écrans, en Il y plus, a ça moins va de être métaux, petit. oui. Il y a moins de matière et Oui. il y a moins d'énergie pour le fabriquer. Donc, il faut acheter moins d'objets. Ça, c'est la première. La deuxième, il faut acheter des objets moins impactants, donc par exemple des écrans plus petits. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est une fois que vous avez l'objet, il faut le garder beaucoup, mais vraiment beaucoup plus longtemps. À condition qu'il veut bien durer. Alors, évidemment, on est toujours soumis à des difficultés, mais il faut essayer. Vraiment, il faut essayer. Et puis, il faut pousser aussi, si vous voulez, les utilisateurs, ils peuvent aussi exiger de la part de leurs vendeurs d'avoir des garanties plus longues, tout ça, parce que ça a des répercussions à terme. Hein. Pour garder plus longtemps. Donc, c'est-à-dire on ne cède pas au premier truc de mode qui sort. Hein. Et puis évidemment, donc faire réparer quand ça tombe en panne. Donc par exemple, l'écran de mon smartphone il est cassé, et ben je vais aller le faire réparer au lieu d'acheter un nouveau smartphone. Oui. Voilà. Après, il y a évidemment débrancher les équipements qui ne sont pas utilisés, débrancher de l'électricité. Parce que, en tout cas, déjà les éteindre, et puis pas seulement les éteindre, mais par exemple pour les ordinateurs, couper vraiment le courant parce que ça continue de consommer même quand c'est éteint, les nouveaux ordinateurs. Mais bon, à minima, de les éteindre, de ne pas laisser les trucs allumés 24 heures sur 24, y compris je ne sais pas comment vous appelez ça, mais les box ADSL, les trucs qui font qu'on a du réseau Internet de Oui, la sont les maison. box, oui. Ouais. Les box Internet. Ouais, voilà. Donc, les box Internet, c'est bien de penser à les éteindre. Donc, voilà, là, je dois en être à 5. Et puis, ah non, peut-être il m'en manque Le une. 4, oui. Ouais, j'en suis à 4. Et donc, la cinquième, c'est quand vraiment votre objet, vous ne pouvez plus le réparer et qu'il va servir à personne et que voilà, il ne marche plus du tout et que vous voulez le jeter, et ben surtout ne pas le jeter n'importe où, le jeter dans des endroits spécifiques pour le traitement des déchets électriques, Pour les électroniques. recycler. Ouais, pour les recycler. Ça, c'est très, très important. Et pour l'entreprise? Et alors, pour l'entreprise, moi, je dirais la première chose que l'entreprise devrait faire, c'est évidemment, je mets dans le même paquet tout ce que je viens de dire pour les individus, c'est-à-dire que ça s'applique aussi pour les entreprises, de garder les équipements plus longtemps, d'en acheter moins, etc., puis de les recycler mieux. Mais côté de l'entreprise, il y a un truc important qu'elle pourrait faire, c'est arrêter d'utiliser le numérique pour optimiser ses processus et produire plus. Parce que vous voyez,
je vous ai parlé que des impacts environnementaux directs du numérique, mais en fait, il y a tout un volet d'impacts environnementaux qui sont indirects, c'est-à-dire qu'on utilise le numérique pour augmenter, je sais pas, l'efficacité des chaînes de production, etc. Et donc, ça permet de produire plus d'autres choses. Mais cette autre chose qu'on produit plus, par exemple, on optimise une chaîne de production de bouteilles en verre, et ben, quand même, chaque nouvelle bouteille en verre qui va être produite, et ben, elle va aussi générer des gaz à effet de serre. Donc, en fait, du côté des entreprises, c'est beaucoup plus global, du coup, là. C'est pas une mesure simple, ce que je propose. Mais c'est réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Parce que le problème du numérique, c'est pas que le problème du numérique. S'il n'y avait pas de problème général dans la société, dans le monde entier, d'émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs, on n'aurait pas spécialement des problèmes avec le numérique. En fait, le numérique, c'est un truc qui se rajoute, c'est un truc un peu emblématique, le numérique, parce que aujourd'hui, toutes les innovations, enfin beaucoup des innovations, ça passe par le numérique. Et du coup, agir sur le numérique dans l'entreprise, ça ne doit pas être juste faire la même chose que les individus, ça doit être beaucoup plus que ça. C'est utiliser le numérique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs, utiliser le numérique, en tout cas, pour ne pas l'augmenter, pour ne pas augmenter, à minima, pour ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs. Ça, c'est vraiment un truc hyper important, qui n'est pas facile à appréhender, mais qui est extrêmement important. Je suis consciente que j'en ai pas dit 5, mais c'est tellement important ce que j'ai dit là que je les mets tous ensemble. Très bien. Nous passons au deuxième volet de notre entretien, à savoir les nouvelles technologies et la soutenabilité. Dans la première partie, nous avons abordé le numérique et l'écologie. Nous allons parler maintenant des outils du numérique, qui sont les smartphones, les ordinateurs, les appareils photo, les objets connectés. Mais les nouvelles technologies comprennent aussi des panneaux solaires, des batteries, des voitures autonomes. Les trois phases dont vous avez déjà parlé, qui ont le plus d'impact sur l'environnement, sont la fabrication, le recyclage et leur usage. On peut alors se demander si ces nouvelles technologies sont vraiment soutenables. Bon, la réponse est déjà non. Ensuite, comment faire face à la hausse de la demande des consommateurs en produits de plus en plus performants? Parce que c'est bien gentil de dire aux gens ne pas acheter le dernier cri, mais le marketing passe par là et puis les gens ne rêvent que du dernier cri. Et bien sûr, vous avez complètement raison. C'est pour ça qu'on ne peut pas aborder la question du numérique sans aborder la question de la soutenabilité générale. C'est-à-dire que vous voyez bien que tant que le système, qui est un système où il faut de la croissance, un système à croissance obligée, moi je dis, tant qu'on est dans ce système économique-là, et que donc il y a besoin de marketing pour vendre, qu'il y a besoin de vendre plus de téléphones pour que les entreprises qui fabriquent des téléphones survivent, tant qu'il y a besoin de tout ça, en fait, eh ben, on ne s'en sortira pas. Du coup, il n'y a pas beaucoup de solutions. En fait, on est obligé aujourd'hui de revenir sur le modèle économique général. Parce que typiquement, ce genre de choses que vous dites là, que les gens ils sont pris dans des injonctions contradictoires, évidemment, c'est pas tenable. C'est pas tenable et on ne peut pas demander aux gens, et je vous rejoins à 100%, on ne peut pas juste leur demander, eh bien, gardez vos équipements plus longtemps et ne cédez à rien. Puis en plus, ça serait mettre une responsabilité un peu grande sur les consommateurs, parce qu'en fait, les consommateurs, quand même, ils ont des degrés de liberté, hein, je suis d'accord, mais ils font quand même beaucoup ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire, si vous avez un Apple qui vous fait une promotion de dingue du iPhone, vous allez avoir énormément de gens qui vont acheter le iPhone dernier cri. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que Apple arrête de faire ça. Donc il faut que Apple arrive à vivre autrement qu'en vendant plus de smartphones. Il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est pas un problème simple. Le problème du numérique, c'est pas un problème qui se résout indépendamment des autres secteurs. C'est pas un problème qui se résout indépendamment de la question économique. Est-ce que réduire l'obsolescence des produits
pourrait être une solution pour limiter l'impact environnemental et comment réduire cette obsolescence? Alors ça, effectivement, c'est une piste, mais vous voyez bien que cette question de réduction de l'obsolescence, ça fonctionne justement si on est dans un modèle économique où les constructeurs n'ont pas à vendre sans arrêt des nouveaux iPhones. Je dis iPhone parce que c'est un bon exemple, mais Oui, je pourrais dire des chaussettes et je pourrais dire n'importe quoi, ça marche avec tout ce que je des dis, hein. ordinateurs. Oui, on peut dire des ordinateurs. Mais si vous voulez, si on a une entreprise qui survit en vendant un seul modèle tous les 20 ans par personne, eh ben, tout le système va s'aligner. C'est-à-dire que les gens qui font des logiciels, ils créeront des logiciels qui marchent sur des machines qui sont sorties il y a 20 ans. Les gens qui inventent, je ne sais pas quoi, un nouveau casque audio, ils vont faire attention que leur nouveau casque audio, il fonctionne sur des ordinateurs qui ont 20 ans. Vous voyez, tout va s'enclencher comme ça. En Oui, fait, mais le problème de la consommation d'électricité ne va pas se résoudre. C'est juste une partie euh, du- des problèmes qui vont, je veux dire, vous répondez à une partie des problèmes. eh ben, en fait, la question de l'électricité, c'est une question, enfin, pourquoi on augmente notre consommation d'électricité? C'est aussi parce qu'on a plus d'objets, qu'on a plus de choses. Qui En sont plus fait, performantes, en fait. Oui, oui, mais qui consomment. on s'en fiche qu'elles soient plus performantes parce que, en fait, à quoi ça sert que les choses soient plus performantes? Ça sert juste à vendre plus. Hein, c'est le fameux effet rebond. C'est-à-dire, vous faites un gain d'efficacité sur un ordinateur ou n'importe quoi. Globalement, vous verrez bien que ça ne permet pas de réduire la consommation d'électricité des ordinateurs parce que juste, il y en a plus qui vont se vendre ou qu'on va les faire plus gros. Donc, en fait, l'augmentation de performance, c'est un peu un leurre dans la société dans laquelle on vit, parce que ça ne permet pas réellement de réduire au global. Évidemment, pour une unité, ça permet de réduire, mais en fait, au global, comme il y a plus de choses qui se vendent et que au bout de quelques années, on va faire des ordinateurs qui vont avoir besoin de plus de puissance de toute façon, parce qu'on va mettre plus de logiciels, etc. Au bout du bout, on va consommer plus d'électricité. Oui. Donc, en fait, si on va vers une orientation qui est singulièrement plus sobre, et je mets dans le terme sobriété d'avoir des équipements plus anciens et moins d'équipements, etc., on va aussi réduire la quantité d'électricité consommée, la quantité d'énergie consommée. D'accord. Qu'est-ce que c'est les e-déchets? Les e-déchets, E-déchets. ça désigne tous les déchets d'équipements électriques et électroniques. En général, quand on parle de e-déchets, on parle plutôt des déchets d'équipements électriques et électroniques numériques. Voilà, c'est un peu… si vous voulez, je reprends mon explication. Les déchets, d'une façon générale, ils sont catégorisés. Il y a différents types de déchets. Ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est tous les déchets qui correspondent à des objets qui soit se branchent à l'électricité, soit contiennent de l'électronique. Donc, il y a aussi bien le four à micro-ondes que le grille-pain, que le congélateur, que l'ordinateur et le téléphone. D'accord? Il y a tout ça dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est le seul terme qui a une définition vraiment très précise et législative, avec tout un tas de lois qui vont autour, notamment des lois européennes. Et les e-déchets, c'est un terme consacré pour la partie numérique. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, c'est un concept qui veut, dans l'esprit, imiter un petit peu ce qui se passe dans la nature. Ou dans la nature, si vous regardez une forêt, par exemple, et vous savez bien que les feuilles tombent, tous les ans, il y a
tout le temps, il y a des déchets qui sont générés dans cette forêt, des déchets végétaux, des déchets animaux, nana. Mais en fait, il n'y a pas d'accumulation de déchets en fait, dans cette forêt parce que tout est recyclé en fait dans la nature. Tout est recyclé et repart dans un cycle au bout de plus ou moins de temps, hein, mais repart dans un cycle. Et donc, l'économie circulaire, elle a dans l'idée de vouloir imiter quelque chose comme ça, où du coup, ce qu'on fabriquerait, donc on prélèverait par exemple des métaux dans la croûte terrestre, on en ferait des objets, on utiliserait les objets, et puis après, au moment du recyclage, eh ben, on récupérerait tout ce qu'il y a là-dedans, dans cet objet-là, et puis ça repartirait dans un cycle de production de quelque chose. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes optimiste quant à cette piste-là? Vous pensez qu'elle est intéressante ou... Bah, cette piste, elle est carrément intéressante dans un modèle de société où il n'y a pas de croissance. Parce que s'il y a de la croissance de la demande, ça ne fonctionne pas. Voilà. D'accord. S'il y a de la croissance de la demande, ça ne fait que reculer le problème. Mais si on est dans une société où il n'y a pas de croissance, alors évidemment, pour que ça marche, il faut qu'on soit bien meilleur sur le recyclage, hein, ce qui est pas suffisant aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cuivre, le taux de recyclage du cuivre à l'échelle mondiale, qui est un métal qui est quand même facile à recycler, il est autour de 40% ou un peu moins. Donc, ce n'est pas beaucoup, vous voyez. Pour que ça fonctionne, l'économie circulaire, il faut que le taux de recyclage il soit autour de 90, voire plus. D'accord. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire sur le recyclage pour que ça fonctionne, en fait. D'accord. Pouvez-vous nous donner quelques mesures pour une économie soutenable à mettre en place au quotidien, à la maison et en entreprise? Indépendamment du numérique? Oui. Alors, je pense que Nous mettre tous, comment ça s'appelle, sont les labos, les labos qui essaient de nous apprendre à réparer tous nos outils. oui, les Fab Labs. Oui, c'est ça, les Fab Labs. Bien sûr que d'une façon générale, la sobriété, on sent bien qu'il faut aller dans cette direction. Donc, qui dit sobriété dit on achète moins puis on répare. Donc, effectivement, il faut aller par là. Moi, je crois que pour être soutenable, il y a surtout le système qu'il faut changer, le système économique, le système financier. Voilà, vous voyez, ça, c'est sûr que vous et moi, on ne va pas réussir à changer ça. Même si on peut aller manifester et tout ça, mais c'est tout ce qu'on peut faire sur ce Oui, plan-là. Mais je pense qu'il faut le faire. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des actions. Moi, pendant longtemps, vous savez, j'ai cru que d'expliquer les choses suffirait. suffirait, mais en fait, largement pas, ça suffit même pas du tout. Aujourd'hui, je me dis, non, en fait, pour agir, il faut non seulement agir pour soi-même avec la sobriété, trouver des autres moyens de circuler. Vous voyez, dans la sobriété, il y a tout ça, hein. Faire du covoit ou aller travailler en transport en commun ou en vélo, habiter moins loin de son travail, ne pas partir en avion pendant les vacances. Vous voyez, il y a tout ça, hein, arrêter de manger de la viande comme on en mange. Il y a tous ces trucs-là qui sont un gros paquet déjà. Mais ça intéresse que l'individu lui-même. Mais après, au niveau du système, il y a énormément de choses à changer et c'est l'essentiel, il est à changer ça là, hein. C'est la façon dont on produit de l'énergie, c'est la façon dont les entreprises sont gouvernées. Vous voyez, parce qu'actuellement, on est quand même dans un système capitaliste avec des rapports avec beaucoup de rapports de domination dans les entreprises. Et moi, je pense que tout ça doit changer. Pour que ça change fondamentalement, il faut que même les modes de gouvernance, même à l'échelle des entreprises, ça change. Oui, donc c'est un tout. Donc, c'est un tout, en Oui. fait. Et ce n'est pas nous, juste en faisant nos petites actions, je ne dis pas petites au sens péjoratif et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne va pas suffire. Donc, il faut aussi qu'on aille manifester et qu'on fasse de la désobéissance civile. Nous avons vu
que les nouvelles technologies ne sont pas si vertes que nous pourrions penser. Tous ces outils sont fabriqués et composés des métaux rares dont l'extraction est extrêmement polluante. Vous nous avez expliqué. Nous passons au troisième et le dernier volet de notre entretien, les métaux rares. Pourquoi utilise-t-on des métaux rares dans le numérique et les nouvelles technologies? On utilise beaucoup de métaux différents dans ces technologies-là parce que chaque métal, il amène une propriété extraordinaire, Unique. unique. Et il y a moyen de remplacer certains métaux, mais pour un grand nombre, c'est très compliqué en fait, voire impossible. On n'imagine pas de pouvoir substituer certains métaux. Et du coup, on a besoin de ces métaux qui sont des métaux rares pour faire toutes ces technos. Voilà. Donc, vous avez commencé à répondre à ma deuxième question. L'épuisement des métaux rares est inévitable. Les métaux rares sont-ils indispensables? Comment le numérique fait-il face à cet enjeu? Parce que d'un côté, vous dites qu'on va vers l'augmentation de la demande, même si c'est justement le contraire qu'il faudrait. Mais dans ce cas-là, comment on fait face à cet enjeu avec l'épuisement des métaux rares? Si vous voulez, pour l'instant, les métaux rares, c'est sûr qu'on voit bien la courbe, on voit bien qu'on ne va pas dans le bon sens et qu'on prélève trop par rapport aux capacités. Mais pour l'instant, il n'y a pas une tension suffisamment forte pour contraindre les producteurs à modifier les chaînes de fabrication, la conception des équipements pour tenir compte de ça. Et même les prix de ces métaux ne sont pas suffisamment incitatifs pour provoquer des changements pour l'instant. Alors ça peut changer très vite. Attendez, juste pour illustrer ce que j'ai dit juste avant, vous voyez par exemple un smartphone, si vous regardez la valeur des métaux, la valeur monétaire des métaux qui sont dans un smartphone, c'est autour de 2 euros sur un smartphone qui coûte plusieurs centaines d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas ça qui va faire Changer changer les l'optique. choses. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que peut-être vous vouliez amorcer la troisième question justement sur les solutions et les alternatives à adopter. Mais si vous venez de dire que pour le moment, on n'est pas encore en cette phase-là. Oui, oui, non, je voulais dire que en réalité, j'ai dit que ça peut changer vite. Et ça peut changer vite parce qu'il peut y avoir des conflits, par exemple, comme le conflit en Ukraine, qui provoquent des tensions sur des métaux. Alors, c'est pas, du coup, le métal n'arrive pas, non pas parce qu'il est plus rare dans la croûte terrestre, mais parce qu'il y a des tensions géopolitiques, il y a des tensions, il y a des conflits. D'ailleurs, maintenant, il y a des conflits d'accès à l'eau, etc., qui peuvent générer des ruptures d'approvisionnement et qui peuvent à terme provoquer des problèmes de production des équipements électriques et électroniques. Et ça, les constructeurs, ils y sont beaucoup plus attentifs. Et donc, ils peuvent essayer, dans une certaine mesure, de faire des substitutions, mais pas sur tous les métaux. Encore une fois. Et donc, alors, quelles sont les solutions et les alternatives à adopter face à cette croissance des consommations des métaux rares? Pour le moment, est-ce qu'il y a une vraie réflexion ou non? Il Pas. y a une réflexion, et la Commission européenne a toute une réflexion autour des métaux stratégiques, de voir comment ils peuvent s'approvisionner ou non. Il y a même des réflexions de réouverture de mines dans des pays comme la France. Il y a des réflexions de est-ce qu'on va réouvrir des mines dans des endroits où il n'y en avait plus, où on les avait fermées depuis très longtemps, justement pour tenir compte de toutes ces tensions et de ces risques sur ces objets-là qui, effectivement, ont besoin de beaucoup de métaux. D'accord. Quelles sont les limites du recyclage des métaux rares? Vous venez d'effleurer ce sujet-là. En fait, alors ça dépend beaucoup de quel métal. En fait, donc je vous ai dit, dans un smartphone, typiquement, il y a une cinquantaine, plusieurs dizaines de métaux. Une usine comme Umicore, par exemple, en Belgique, qui est une usine à la pointe de la technologie pour le recyclage de l'électronique, on va dire, ils en récupèrent une vingtaine.
Sur la vingtaine, évidemment que les métaux rares et précieux qui coûtent très cher, ils les récupèrent tous, en fait. En fait, les métaux aujourd'hui qui ne sont pas récupérés, c'est soit des métaux qui sont en quantité extrêmement faible, et du coup, ça ne vaut pas le coup de développer une techno extrêmement faible en quantité dans l'équipement, hein, je veux dire. Hein. Ça ne vaut pas le coup de développer une techno spécifique, et donc ça ne va pas être rentable économiquement. Ça, c'est les métaux qu'on ne récupère pas, mais les métaux chers, comme le palladium, l'argent, l'or, tous ces métaux-là, ça, c'est récupéré à 100%, je dirais. Pour les objets qui sont collectés. En fait... ah oui, c'est ça, et c'est ici la problématique. C'est ici la problématique, c'est qu'on ne collecte pas tous les objets électriques et électroniques, on n'en collecte qu'environ, même pas 50% en Europe en moyenne. Dans le monde, c'est 17%. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh bien, le reste, en partie, va dans la poubelle ménagère. Donc, ça veut dire que du coup, ce n'est pas vraiment traité. Vous voyez, ça peut être enfoui ou brûlé. Soit ça part dans les encombrants. Il y avait eu une étude qui avait été faite en France. Donc soit ça part dans les encombrants, soit ça part dans une mauvaise filière. Soit c'est exporté sous forme de dons dans des pays où évidemment ça ne va pas arriver et être directement utilisé, mais ils vont chercher à dépioter pour récupérer les métaux rares qui leur rapportent un peu d'argent qui va leur permettre de se nourrir. Voilà, donc on est dans un monde un peu comme ça, mais c'est dramatique hein, en fait, la situation du recyclage de ces équipements électriques et électroniques hein, aujourd'hui. On a énormément de progrès à faire. C'est même hallucinant de penser que même en Europe, on n'arrive pas à récupérer plus d'équipements que ce qu'on fait. Il y a des pays européens hein, qui sont très en pointe, hein, comme les pays scandinaves notamment, et puis la Suisse, où là, ils sont à des taux de collecte de plus de 90%, mais l'essentiel des pays, même en France, hein, vous voyez, en France, on est autour de 50%, on n'est vraiment pas bon. D'accord. S'il fallait s'arrêter à 2 produits parmi les plus utilisés, les ordinateurs portables et les smartphones, la question est de savoir, existe-t-il des ordinateurs portables et des smartphones écologiques aujourd'hui? Alors, clairement, non. Après, un peu moins pire, on peut se dire que oui, c'est-à-dire qu'un smartphone comme le Fairphone, qui présente la particularité d'être garanti longtemps, il est garanti 5 ans, et puis on peut changer facilement l'écran, la batterie, etc. C'est moins pire qu'un équipement dont on ne peut pas changer l'écran, la batterie, etc. Donc je ne dis pas que c'est écologique, je dis que c'est moins pire. Et puis sur les ordinateurs, c'est pareil, j'en ai pas en tête là, mais il y a des marques qui proposent des ordinateurs avec des garanties plus longues. Les grandes marques, hein, les leaders sur le marché, genre HP, Dell, Lenovo, ils sont capables, en tout cas aux entreprises, de vendre des équipements avec des garanties de 7 ans. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure les progrès qui ont déjà été faits. Ça, il y a même 10 ans, on aurait demandé à un producteur un équipement garanti 7 ans, il aurait rigolé. Ça n'aurait pas été possible, mais aujourd'hui, ils sont capables de le faire. D'accord. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment à notre invitée, Madame Françoise Berthoud. Merci de nous avoir éclairés. Au revoir et j'espère à une prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame. Au revoir. Au revoir. Acest episod a fost susținut de către Unicredit Bank și rețeaua privată de sănătate Regina Maria. Puteți găsi concluziile principale ale conversației pe platforma habits.republica.ro. Pe curând!